Bonsoir à tous, et puis comme l'a dit Niklaus avant moi, je vous remercie d'être présents ce soir. Je remercie Derib aussi de nous avoir rejoints pour cette rencontre et puis la séance de dédicace qui va suivre. À titre introductif, avant de débuter ce moment d'échange, moi j'aimerais juste prendre le temps de remercier les archives Jura Bruchweiler et puis plus particulièrement leur directeur qui est Niklaus Manuel Gudel, mais aussi Derib et Arnaud de la maison d'édition Le Carré d'As. Donc Arnaud qui est mon fils. Qui est votre fils, tout à fait, voilà, une entreprise familiale. Voilà, tout à fait. J'aimerais les remercier pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Moi j'ai participé donc à ce projet de BD en rédigeant l'annexe à vocation pédagogique qui vient à la fin de votre bande dessinée. Et puis, pour moi, c'était un très grand plaisir. C'est aussi un défi parce qu'il a fallu dire peu, mais bien. Et c'est vrai que dans les études universitaires, dans ces domaines-là, on est plutôt habitué à argumenter par X et X arguments. Voilà, on s'étale sur des pages entières et là, il a fallu rassembler l'essentiel en quelques pages. Mon souhait, c'est aussi que cette bande dessinée, en fait, elle permette à un public non averti de découvrir l'œuvre et la vie de Ferdinand Hodler, dont on fête justement cette année le centenaire de sa disparition. Donc voilà, à titre introductif. Maintenant, je m'adresse à vous, oui. Derib. Avec donc juste pour vous dire, il y aura un moment de discussion entre nous et puis ensuite à la fin, si des personnes présentes dans le public ont envie aussi de prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Donc déjà, par rapport à... J'ai intitulé ma première question « Première rencontre ». Alors, j'aimerais vous demander en fait à quand remonte votre rencontre avec Ferdinand Hodler. Comment s'est déroulé ce premier face-à-face? Est-ce que vous vous souvenez de l'œuvre en question, éventuellement? Et puis surtout, quelles ont été vos impressions ou votre ressenti? D'abord, j'aimerais dire que si j'ai accepté de faire ce travail, c'est parce que mon papa, que vous connaissez peut-être sous le nom de François de Ribaud-Pierre, était un peintre qui a suivi la génération de Hodler et qui, qu'on le veuille ou non, a certainement été influencé par l'impact de l'œuvre de Ferdinand Hodler. Et donc, je ne sais pas quand j'ai eu l'occasion de voir les premiers tableaux de Hodler, mais je pense que ça faisait partie de l'univers de mon papa. Donc, depuis tout petit, j'ai été face à des œuvres, à des tableaux notamment du Grammont, du lac, de la montagne, du Valais, puisque mon père a fait beaucoup de tableaux là-bas. Et c'est un peu certainement ça qui m'a poussé à devenir dessinateur. D'abord, avant de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire avant 10 ans, j'ai dessiné, je recopiais déjà des tableaux. Je ne sais pas si j'ai recopié un tableau de Hodler, mais ça m'étonnerait quand même à cette époque-là. Et c'était tout à fait normal d'avoir un crayon à la main, vu que mon papa avait un crayon, un pinceau, ça faisait partie de notre univers. J'ai 2 frères plus âgés que moi, dont un qui s'appelle François et qui a 50 plus que moi, qui lui faisait de la caricature et qui dessinait déjà très bien. Et je pense que c'est un petit peu par jalousie que je me suis mis à dessiner aussi. Et comme mon frère aîné Yves disait « Ouais, mais François dessine mieux que toi », ça m'a certainement poussé à travailler beaucoup plus que mon frère, et il est devenu médecin et moi je suis devenu auteur de BD. Donc tout est possible dans la vie, il suffit d'y croire. Et donc au départ, avant de faire de la BD, au moment où à 10 ans j'ai dit que je ferais de la BD à mes parents, mon père, qui n'était pas tellement un amateur de bande dessinée, était un peu... Il me disait oui, dessiner, oui, mais de la BD, pourquoi? Et en fait, pourquoi? C'est parce que ma mère, qui était, elle, très en avance et qui considérait la BD comme un moyen de communication qui était d'ailleurs rejeté dans les familles bien pensantes, elle nous avait abonnés, mes frères et moi, à Tintin Spirou. Avant ça, on recevait à chaque Noël un album de Tintin, puis c'était la grande période à cette époque-là. Il y avait à peu près un album d'Hergé par année. Et donc,
en découvrant, c'est pas tellement Tintin qui m'a poussé à vouloir faire de la bande dessinée, c'est la découverte de Spirou et de Tintin, donc les journaux. Et j'ai dit à mes parents, à 10 ans, je veux faire de la bande dessinée. Et là, mon père a compris que j'avais vraiment envie de dessiner, et je copiais beaucoup de choses. Et il m'a dit, mal copier, ça sert à rien. Donc il faut bien copier, sinon, encore une fois, ça n'a aucun sens. Si tu copies, c'est pour être précis et arriver à retranscrire par le dessin quelque chose. Et en fait, je ne savais pas du tout à ce moment-là qu'un jour, je copierais des œuvres de Ferdinand Hodler. Mais si je n'avais pas fait cet apprentissage qui a duré plusieurs années, je pense que je n'aurais pas été capable de le faire. Parce que je pense que n'importe quel autre dessinateur de BD n'est pas forcément capable de copier un tableau, surtout que j'ai découvert que Ferdinand Hodler est beaucoup plus compliqué à copier que d'autres peintres. Bon, j'ai pas copié beaucoup d'autres peintres, mais lui, ça a été un sacré bazar parce qu'il est extrêmement doué au niveau de la recherche des tons. Je prends un exemple, par exemple, du Grammont et du Lac Léman. Il y a une recherche au niveau des bleus, des verts. Je parle même pas des nuages, qui est une des spécialités de Ferdinand Hodler. Mais là, j'ai découvert un univers de subtilité de tons. Et j'ai eu l'occasion, parce qu'il y a eu l'expo à Puyi, où il y a eu la plupart des tableaux que j'ai faits de lui, de nature, étaient là. Donc j'ai vu les originaux en même temps que j'étais en train de les copier. Et j'ai pu observer, et ça m'a enthousiasmé, le challenge a encore grandi. Quand on voit une photo d'un tableau, c'est pas du tout la même chose que l'original. Donc de voir des originaux, ça m'a motivé, c'est bien tombé, parce que je venais de terminer La Patrouille des glaciers en bande dessinée, et j'étais assez épuisé, et je me suis dit, je crois que j'arriverai même pas à finir le boulot sur Ferdinand Hodler, en tout cas pas dans les délais souhaités. Et j'allais l'annoncer à mon fils quand j'ai été voir l'expo, et j'avais repris, et tout à coup c'était comme une secousse électrique, et après je crois en 15 jours j'ai fini tout le travail dans l'enthousiasme de passer d'une bande dessinée qui est totalement traditionnelle, qui est La Patrouille, parce qu'on parle de bande dessinée, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pas une bande dessinée, c'est un exercice de style, c'est-à-dire que j'utilise la technique que j'ai accumulée pendant plus de 50 ans dans différents moyens de communication, c'est-à-dire le crayon, le lavis et l'aquarelle, que j'utilise aussi en bande dessinée, bien évidemment, mais là, à part les premières pages qui, pour les raisons de mettre les choses en place, sont presque de la bande dessinée, mais après, c'est vraiment une valorisation du travail de Ferdinand Hodler que j'ai essayé de mettre en avant. En fait, c'est très prétentieux de ma part, mais en même temps, c'est un hommage que j'essaye de lui rendre, et j'espère que les gens le comprendront comme ça. C'est pas du tout pour me valoriser moi, mais c'est pour présenter d'une manière originale son travail, et plutôt que de mettre des reproductions photographiques de ces tableaux, on n'aurait pas eu la même perception des pages que j'ai réalisées, parce que vraiment, les compositions sont faites en fonction de ce que moi je ressens de Ferdinand Hodler. Donc vous verrez, il y a même des tableaux où j'ai supprimé les décors, où j'ai mis en valeur une partie du tableau, et parce que j'estimais que pour moi c'était plus important de faire ça. Et donc c'est vraiment une vulgarisation dans le bon sens du terme de l'univers de Ferdinand Hodler que j'ai essayé de faire à travers ce bouquin, et un plaisir de l'œil. C'est-à-dire que, encore une fois, quand j'ai vu les originaux et quand je me suis vraiment posé la question de comment j'allais faire cet album, je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué. Je crois qu'on en avait parlé assez vite avec Niklaus, que ce ne serait pas une bande dessinée. Parce que d'abord, je n'avais pas le temps matériel de faire une bande dessinée. C'est 3 ans de travail, et un travail aussi important, c'était délicat, avec un manque d'informations suffisamment claires pour en faire vraiment une bande dessinée. Donc j'ai choisi vraiment quelque chose qui me touche moi d'abord,
Parce que dans le métier que je fais depuis toujours, le premier concerné, c'est moi. C'est-à-dire si j'ai pas de plaisir à dessiner, si j'ai pas de plaisir à découvrir comment je vais faire une mise en page, que ce soit du Yakari, du Buddy, du Red Road, etc., ou maintenant du Ferdinand Hodler, si ça me plaît pas, je n'arriverai jamais à le faire. Donc il fallait que je trouve vraiment un système qui me convienne bien. Donc pour expliquer comment on s'y est mis... Je m'excuse, je me permets juste de couper parce que... Du coup, j'aimerais juste rebondir sur une ou deux choses que tu as dit. Peut-être avant qu'on entre vraiment précisément dans la BD de manière détaillée. J'avoue que tu m'as coupé l'herbe sous les pieds aussi parce que j'avais préparé une question. C'est ce que je fais souvent. Je coupe l'herbe sous les pieds des gens qui m'interviewent. C'est pas grave, on rebondit, il faut savoir s'adapter. Non, mais j'aimerais juste insister, revenir sur quelque chose que tu as évoqué au début. Oui. C'est justement, moi j'avais préparé une question par rapport à ton histoire familiale et aussi à la carrière artistique que tu as choisie. Parce que comme tu l'as dit, ton père, François de Ribaupierre, était lui-même artiste peintre. Oui. Et pour rappeler peut-être aux gens qui sont là ce soir, il a été plus ou moins contemporain de Hodler, en tout cas dans ces dernières années. Puisque Hodler est décédé en 1918, et puis... la maison dans laquelle je suis né a été construite en 1918. Voilà. Ce qui veut dire que mon père était capable de construire une maison à cette époque-là, donc il était déjà d'un certain âge. Mais j'ai trouvé... pour moi, il y a aussi un élément intéressant, parce que je me suis un tout petit peu... j'ai fait quelques recherches sur qui était François de Ribaupierre. Alors, j'ai trouvé quelques éléments biographiques. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a suivi les cours de l'école des beaux-arts de Genève au début des années 1900. Oui. Et en fait, ça correspond plus ou moins, ces années 1900, c'est 30 ans après le passage de Ferdinand Hodler sur les mêmes bancs d'école, puisqu'il a été aussi élève de l'école des beaux-arts. Donc là, je me demandais si ils avaient pu se rencontrer, s'ils ont eu un échange d'une manière ou d'une autre. Alors là, je ne peux pas te répondre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il a travaillé avec Bieler. Oui. Et il a participé à une fresque au musée de Vevey, du musée Janisch, où il y a une partie qui a été faite par mon père. Et Bieler l'a poussé même à aller à la montagne, dans le Valais, puisque lui-même a beaucoup travaillé à ce propos. Mais je pense qu'il y avait des contacts qui étaient plus ou moins conscients ou inconscients avec l'œuvre de Ferdinand Hodler, parce qu'il y a quand même une parenté, je dirais, entre ces trois peintres, entre mon papa Bieler et Hodler, le fait de faire des portraits et de la vie courante et des paysages, c'est quand même très typique pour les trois. Donc il y a une parenté, qu'on le veuille ou non, et je pense que mon père est plus proche d'une certaine manière de Hodler que de Bieler, parce que quand on regarde certains paysages du Grammont, pour revenir à l'influence que le Grammont a eue sur les deux, il y a une grande parenté. Je dirais que mon père est plus doux dans sa manière de peindre, Hodler est plus près d'une nature plus dure quelque part, mais ça vient aussi, je pense, du tempérament, parce que je vais peut-être te couper l'herbe sous le pied, mais donc quand je ne savais pas qui était Hodler en tant que personne, et quand je l'ai découvert à travers les photos et que j'ai vu l'impact qu'il avait sur un plan physique, et que je compare avec mon père est beaucoup plus doux, c'est une nature plus, je dirais pas plus gentil, j'en sais rien, mais j'entends plus calme, oui. Tandis qu'Hodler, il me semble qu'il y avait une énergie extraordinaire qui émanait de lui, et ça m'a... C'est pour ça que j'ai fait pas mal de croquis au crayon d'après photo et des mises en place spéciales, comme je le fais pour une recherche de personnages de bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai commencé par ça, en me disant que j'allais l'utiliser comme personnage, et je pensais faire ça, le premier titre c'était « Ma vie d'artiste » et pas « Une vie d'artiste », parce que je pensais que ce serait à la première personne. Et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait 2 ou 3 thèmes qui me paraissaient tellement délicats que je ne savais pas comment lui les aurait abordés. Donc j'ai renoncé, on en a parlé avec Niklaus, que
beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête de faire que ce soit moi qui parle. Et qu'on reste à la découverte d'une œuvre et d'un personnage et que je dise ce que je ressens par rapport à tout ça. Donc c'est un petit peu le résumé des 30 pages qui sont consacrées à travers mon travail à Ferdinand Hodler. C'est vraiment une découverte de l'homme et de son univers graphique et de son univers du dessin et de la peinture. Alors je ne sais pas si j'ai coupé beaucoup d'herbes sous le pied. Non, disons qu'on s'approche gentiment de la prochaine question. Voilà, je l'attends. Mais en fait, moi, je me suis aussi posé une autre question, sachant que votre père a été peintre, parmi d'autres occupations, parce qu'il était aussi verrier et sculpteur, voilà. Oui, donc vous avez grandi, comme vous l'avez dit, dans une famille où voilà, l'art était valorisé au sens large. Est-ce que vous-même, vous avez envisagé à un moment donné d'emprunter cette voie artistique de la peinture, comme votre père Mon père a tenté de me donner des cours de peinture à l'huile, et ça a duré 1 heure. C'était très bref. Donc. Oui, parce qu'il m'a mis un plâtre de je ne sais plus quel personnage, et il me disait qu'il fallait faire une recherche des gris et des blancs. Et au bout d'1 heure, j'en pouvais plus. Donc, c'était la seule heure de cours que j'ai suivi avec mon père, de cours officiels, parce que je crois, si je me souviens bien, mais j'étais très jeune, je devais avoir 7 ans ou 8 ans, et il y avait, parce qu'il donnait des cours, et je crois qu'il y avait 1 ou 2 filles qui étaient là et qui peignaient aussi, qui essayaient, mais moi j'ai arrêté, et je me suis mis à copier j'ai demandé, mon père avait des livres d'art bien évidemment, donc j'ai choisi des choses où il y avait notamment la déroute de Saint-Parc, ça peut être ça, je ne sais plus quoi. La bataille de Saint-Parc. Non, tu sais où il fuit. La retraite de la retraite, voilà. Ça, je l'ai commencé. Je ne l'ai jamais fini, mais je l'ai commencé parce que j'aimais déjà les chevaux. Donc, d'ailleurs, il y a une petite anecdote très amusante, mais qui est une parenthèse que je fais maintenant. Quand j'ai terminé la bande dessinée sur les chevaux, la première case, c'est avec un cheval, donc avec une calèche sur le Mont Blanc. J'étais ravi qu'il soit avec une calèche. Comme ça, la continuité de mon travail, j'ai dessiné des chevaux. Et la dernière page, avant-dernière page aussi de la BD, ce qu'on appelle la BD, il est encore sur le Mont Blanc. Alors là, peut-être... Bon, vous êtes loin, je suis désolée, vous la découvrirez après, mais... Voilà, là, voilà, on a la calèche avec les cheveux. La calèche, voilà. Ici aussi, et puis à la fin de la BD, juste là, voilà, j'y arrive, voilà, ici il y a la calèche. Voilà. Donc ça c'est de l'œuvre purement bande dessinée. J'entends, c'est pas d'après des documents, c'est vraiment un travail d'auteur de bande dessinée. Donc il y a quand même une part de création pure. Il n'y a pas que des copies de tableaux et des copies de photos, mais les mises en page, pour moi, étaient très importantes parce qu'elles sont proches de ma perception pour raconter une histoire. C'est-à-dire que ce que j'aimerais bien, c'est que les gens, quand ils voient ça, se sentent portés par l'univers de Ferdinand Hodler et aient envie non seulement de regarder cet album du début jusqu'à la fin, mais après de se référer à des tableaux à travers des bouquins qui existent. Il y a bien assez d'autres livres qui nous permettent de découvrir l'œuvre de Ferdinand Hodler. Et c'est une manière de faire découvrir quelqu'un, peut-être pour des gens qui ne le connaissent pas du tout. Ça, c'est un peu le but de ce travail-là. Si j'en viens maintenant avec peut-être la relation ou la perception que vous avez de l'œuvre d'Hodler, on en avait discuté au cours de la réalisation de la BD. Je me rappelle que vous m'aviez dit « Ah, j'ai décidé de reproduire certains tableaux qui sont mes coups de cœur ». Et là, justement, vous aviez parlé de cette exposition à Puyi, à laquelle les archives Bruchweiler ont pris part. Oui. Et j'aimerais déjà vous demander si vous pouviez nous présenter un coup de cœur en particulier dans la BD. Et puis surtout, une question qui viendrait après, c'est... si on peut dire ça, en copiant ou en essayant de reproduire l'œuvre de Hodler, est-ce que vous avez pris conscience justement des difficultés techniques, des difficultés de représentation, lesquelles et puis surtout quelles solutions est-ce que Hodler a pu trouver à ces problèmes-là ?
Je pense que Hodler on peut parler de génie artistique à ce niveau-là, parce que je crois qu'avant lui, il n'y a pas eu beaucoup de recherches dans ce sens-là. D'ailleurs, il a été rejeté une partie de sa vie par des, entre guillemets, spécialistes de l'art qui ne trouvaient pas que c'était à la hauteur de ce que ça devait être, mais il était honnête par rapport à ce qu'il ressentait. Et c'est aussi un des points qui m'a touché par rapport à l'histoire de mon père et par rapport à mon histoire dans le monde de la BD. C'est-à-dire que je découvre que dans un milieu artistique qui est vécu d'une manière authentique, on ne peut pas faire quelque chose qui ne nous convienne pas. Donc je pense que Ferdinand Hodler, quand il travaillait, avait le même plaisir que mon père l'avait et que moi je l'ai eu, à des degrés de qualité et de talent différents. Bien là, j'ai aucune prétention de me comparer à eux. Je dis simplement que c'est une nécessité pour un auteur, pour un créateur, d'être bien dans ce qu'il fait. Alors pour en venir au coup de cœur, il y a un... Est-ce qu'on peut en montrer Oui, c'est l'église de la Tour de Paix. Oui. Du fait que je suis un enfant de la Tour de Paix et que je passe presque pas tous les jours, puisque maintenant c'est beaucoup mon épouse qui va faire les courses. Moi je ne les fais plus depuis longtemps, mais j'allais souvent bien évidemment à l'église. Là on reconnaît l'église, mais les murs, tout ça, ça a disparu bien évidemment, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça fait démarrer les coups de cœur. Je suis parti sur quelque chose qui m'était très proche. Donc, de savoir que Ferdinand Hodler avait peint l'église et que moi, X années plus tard, pas 100 ans, mais pas mal d'années plus tard, redessine ça boucle une boucle qui est amusante. Et puis le Grammont, un peu avant, juste dans 2 ou 3 pages avant, qui ne fait pas partie des coups de cœur, mais qui en était un, bien évidemment. Encore un petit peu, encore un peu, encore une, voilà. Le Grammont, parce que mon père a fait à peu près le même tableau plusieurs fois, à des moments de la journée différents. Donc pendant toute ma vie, j'étais face physiquement au Grammont, puisqu'on habite sur les hauts de la Tour de Paix et qu'on voit ce paysage, pas tout à fait comme ça, là c'est pris au niveau du lac, mais j'entends l'émanation du Grammont, fait partie de mon inconscient, et je l'avais jamais dessiné avant, et là j'ai pas dessiné celui de mon père, ce qui veut pas dire que je le ferai peut-être pas un jour, on verra bien, mais là j'ai été passionné parce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau de la subtilité des tons, notamment des verts et des bleus qui émanent et du Grammont et du lac. Et là, ce tableau est extrêmement compliqué à rendre comme ça. Surtout, le grand pari que j'ai fait, c'est que je pars de l'aquarelle pour faire des copies d'huile. C'est un petit peu aberrant parce que c'est pas du tout la même technique, c'est pas du tout la même chose. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'on reconnaisse quand même que c'est inspiré d'Hodler. Et ça, c'est important. Je dirais que je suis assez content du résultat quand je le vois en bouquin. C'est que je pense que les gens reconnaissent quand même la peinture de Hodler à travers un choix d'œuvres qui me paraissent essentiels entre ses portraits et ces tableaux de nature qui sont très différents. Hein. C'est des qualités totalement différentes sur le plan artistique entre la nature et un portrait d'homme ou de femme. Ben, merci déjà. Mais écoute, c'est un plaisir. Et puis, alors j'en viens à une question qui concerne maintenant le processus justement de création. Bon, c'est une question très très large, mais en fait, c'est quelles sont les sources d'inspiration que vous avez pu utiliser, vos références. Là, moi je le sais déjà, mais on va parler un petit peu des archives Jura Buchweiler, de certains documents d'archives, des tableaux que vous avez vus. C'est en fait où est-ce que vous êtes allé chercher votre inspiration pour les images qui sont... Il y a tellement de documents que j'ai essayé d'en utiliser très peu, parce que c'était très compliqué. J'ai très peu lu, je me suis laissé prendre par des moments clés de sa vie, et c'est ça qui m'a guidé. C'est-à-dire que je pense qu'il a un itinéraire tout à fait particulier, et j'ai interprété à ma manière ce qu'il a pu, lui, trouver important dans sa vie d'artiste.
Je me suis basé, comme on en a parlé, sur les photos de la veille de son décès pour tout ce qui est des dessins ou la vie. C'est-à-dire que je ne crois pas me tromper, mais il n'y a aucune photo de lui en couleur. Et donc, je ne savais pas quelle couleur mettre, s'il y en avait. Donc, je suis resté sur le rendu de vieilles photos. Donc, à la vie, à l'encre de Chine diluée dans de l'eau. Et je me suis imaginé que peut-être, vu que c'était la dernière fois qu'il se baladait sur le pont du Mont Blanc au bord du lac avec sa femme et sa fille, que peut-être dans sa tête il s'est passé des choses où il s'est souvenu de sa vie, parce qu'on dit des fois que quand on arrive au bout, on revoit certains passages de sa vie. C'est totalement une interprétation personnelle, mais je me suis basé sur ce moment-là pour avoir des différences de graphisme entre la vie, qui est directement inspiré des photos de ces 2 journées, donc de la veille de sa mort et de sa mort, et pour le reste, au crayon, pour tout ce que j'appelle du flashback. C'est-à-dire que, comme tu l'as remarqué et comme vous le découvrirez, quand je le dessine en train de peindre, je le dessine au crayon, puisque c'est un flashback, mais je l'intègre dans un tableau, et il y a des tableaux que je n'ai pas terminés, comme s'il était en train de les faire, notamment La Nuit n'est pas terminé, et il est en train de le faire. Et ça, je dirais que c'est ma technique d'auteur de BD qui me permet de faire ce genre de truc, qui n'est pas forcément facile dans le commun des mortels, d'essayer de gérer des émotions différentes à travers une technique. Donc ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus original dans ce bouquin, c'est de m'être permis d'utiliser une technique de narration que j'utilise depuis toujours, mais de l'utiliser différemment. Déjà, le format, c'est à l'italienne, alors que la bande dessinée, en général, c'est en hauteur. Donc ça aussi, je me suis dit que c'était intéressant de travailler différemment, parce que le but d'un travail comme celui-là, c'est de faire quelque chose qui nous sorte de l'ordinaire, sinon ça ne vaut pas tellement la peine de se répéter et de faire toujours le même genre de bande dessinée. Donc là, il y a un plaisir général au niveau de la conception, de la manière dont on va parler de la chose, et ensuite de la réalisation. Et donc il y a eu un grand changement, quand je disais, passer de la première personne à la mienne de personne. Et je me suis rendu compte que j'ai eu peur à un moment donné que ce ne soit pas cohérent et qu'il fallait retravailler autrement pour arriver à être cohérent ensemble. Mais je me suis dit, suite à une exposition qu'on a fait à Montreux, où on a exposé un extrait on a une page sans texte, et les gens s'arrêtaient tous là et trouvaient que c'est intéressant. Donc je me suis dit que finalement le texte n'était pas essentiel dans mon travail, mais que rajouter des toutes petites phrases pour qu'on comprenne ce que j'ai voulu faire était suffisante, parce que le côté graphique était suffisamment attirant pour amener les gens à découvrir l'ensemble de l'album et de le lire comme une bande dessinée quand même. Donc il y a un début et une fin. Oui, voilà. Oui, il y a un récit qui suit aussi. Puis ensuite il y a les coups de cœur. Mais donc le récit existe quand même. Il y a 15 pages qui sont proches, et sans avoir, si j'avais pas fait de la bande dessinée pendant aussi longtemps, j'aurais pas pu le faire comme ça. Donc ça, c'est un apport de mon métier directement. Mais encore une fois, tous les tableaux que j'ai repeints à l'aquarelle sont un exercice de style. C'est pour ça que je parle d'exercice de style. C'est qu'il y a un exercice de style aux 3 niveaux, au crayon, au lavis et à l'aquarelle, qui ne concernent pas les mêmes thèmes. C'est pas la même chose de faire un portrait d'après une photo que de faire un tableau d'après un artiste. Ça demande des qualités totalement différentes. Pour moi, c'est plus facile de copier des photos, que ce soit au crayon ou au lavis, que de recopier un tableau d'Adler. Je dirais que c'est très prétentieux. Comme j'ai vu certains trucs, j'avais très peur et je me disais que j'y arriverais pas, parce que déjà la technique sur un papier lisse avec de l'aquarelle,
Si je loupe un truc, c'est très difficile à récupérer. L'aquarelle est très délicate à utiliser. Tandis que l'huile, on peut y revenir, etc. Même la gouache aussi. Mais moi, je me suis mis à l'aquarelle depuis tout jeune. J'ai fait un peu de gouache. J'ai fait pas mal de couvertures pour Buddy Longway à la gouache. Mais rapidement, je suis revenu à l'aquarelle. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Et donc, j'ai réussi, grâce à l'envie d'y arriver, à donner l'impression qu'on reconnaisse les tableaux d'Adler à travers, malgré tout, une technique totalement différente. Alors, moi, c'est mon point de vue personnel. Je pense que le pari est réussi, mais on vous le laissera constater par vous-même. Mais je ne rembourserai pas les bouquins si vous voulez. Je regarde juste l'heure, j'ai encore une dernière question. Oui. Et puis après, évidemment, justement, donc s'il y a des personnes dans le public et qui aimeraient à leur tour poser une autre question, ce sera le moment opportun. Moi, j'aimerais parler de Ferdinand Hodler lui-même. Il a réalisé quelques vignettes qui s'apparentent à une planche de bande dessinée. Je pense que vous voyez tout de suite. Sur la fête des vignerons. Voilà, sur la fête des vignerons, qui a lieu donc tous les 25 ans à Vevey. Et puis, voilà, c'est aussi d'actualité puisque les préparatifs de la prochaine édition battent leur plein. Donc, en fait, pour les personnes qui ne voient pas de quoi il s'agit, j'ai juste pris une image avec moi. Que je fais passer aussi volontiers. En fait, c'est une petite planche qui est parue dans un journal humoristique genevois qui s'appelle Le Papillon en 1899. Et puis, elle est intitulée Autour de l'estrade, le côté tragique de la fête des vignerons, croquis instantané par Ferdinand Hodler. Donc, Ferdinand Hodler lui-même s'est rendu à l'édition de 1899 avec sa compagne. Et puis, en fait, il constate à travers ces quelques images la difficulté d'accéder à la fête, mais aussi la cherté de cette manifestation. Alors, c'est une raillerie finalement assez gentille. Hein, c'est ironique. Alors, après, c'est difficile de s'exprimer d'un point de vue de Ferdinand Hodler lui-même, et loin de moi cette envie-là, mais on a l'impression que Hodler, lui, va utiliser ce qui peut s'apparenter à de la bande dessinée plutôt pour des caricatures, pour de la satire. Il a publié plusieurs de ses dessins dans des journaux. Par exemple, suite à la polémique des fresques de Marignan, il a tourné en dérision le directeur du Musée national suisse à Zurich, qui était opposé à un projet de Ferdinand Hodler. Et donc voilà, il utilise plutôt cette bande dessinée pour la satire ou la caricature. Donc, j'aimerais en fait vous poser la question maintenant d'un point de vue personnel. En fait, quel est pour vous, c'est une question très très large, mais quel est pour vous le rôle de la bande dessinée, qu'on appelle aussi le 9e art? Je crois savoir que c'est pas uniquement un divertissement, mais je vous laisse maintenant. Oui, en fait, ce que moi je découvre, c'est qu'aussi bien Bieler, mon père, que Hodler étaient d'abord des grands dessinateurs. Et pour faire de la bande dessinée, il faut être un bon dessinateur. En tout cas, jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, quand on n'utilisait pas encore l'ordinateur, où là, on peut pallier des manques. Tandis qu'avant, il fallait savoir très bien dessiner. Et donc, même Bieler et Hodler ont utilisé, et il en parle, Hodler, le trait autour d'un visage, etc., pour cerner quelque chose, ce qui est la base de la bande dessinée. Il y a un trait noir, et puis la couleur vient après coup. Et mon père, j'ai découvert dans une exposition qui a été faite en Valais, à Saviez, une rétrospective, vu que moi je suis issu d'un deuxième mariage, la plupart des œuvres de mon père ont été faites avant ma naissance, et comme il vivait de son art, c'est pas resté à la maison, c'était chez des privés, et ces privés ont été d'accord de montrer ces tableaux. Donc moi j'ai découvert en tout cas 60 à 70% d'œuvres que je ne connaissais pas, dont certains dessins qui étaient très proches de ce que j'ai fait moi-même.
Donc ce que je veux dire, c'est que si Bieler et mon père avaient vécu, je dirais 50 ans ou 60 ans plus tard, peut-être qu'ils auraient fait de la bande dessinée. Et ce que tu montres là est pas loin justement d'une technique directe de la bande dessinée. Je pense que c'est une manière d'être, la bande dessinée, qui est née grâce à Hergé, à Franquin Peyo, etc., mais qui nécessite des qualités spécifiques que les grands peintres ont, qui est surtout au niveau du dessin. Et donc, dans l'album, j'ai aussi dessiné des œuvres de guerre, là, où il dessine des personnages en mouvement, ce qui demande aussi une qualité anatomique, du fonctionnement, de tout ça. Et ça, c'est des qualités fondamentales d'un dessinateur de bande dessinée. Donc, la plupart des grandes œuvres qu'il a faites sur des guerres ou des batailles, etc., ça peut s'apparenter à une ouverture de connaissances anatomiques qui permettrait de faire de la bande dessinée. Je ne veux pas dire qu'il en aurait fait de toute façon, je dis qu'il avait les qualités suffisantes pour en faire. Après, il y a l'envie ou pas d'en faire. Mais disons que ces petits exemples-là montrent qu'il est totalement capable, avec une plume et avec des langues de Chine, de reconstituer des ambiances que nous, auteurs de BD, on en a fait notre quotidien. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à peu près à ta question, mais là, on est très proche. Et quand c'est très bizarre ce qui m'est arrivé quand j'ai vu l'impression de la page où j'ai dessiné ça, j'ai dit en regardant, mais c'était presque la BD ce qu'il a fait. J'ai oublié que c'était moi qui l'avais dessiné. Donc, oui. Donc c'est juste au début des coups de cœur. Au début des coups de cœur. Donc... Après, voilà. Ah voilà, c'est ici. Ces deux trucs, j'ai eu l'impression quand je l'ai vu, je les ai suffisamment bien copiés pour oublier que c'était des copies. Et je me disais, oui, ils se débrouillaient pas mal. Donc il y a des moments où on ne sait plus très bien où on en est avec tout ça. Et ça, c'est un peu le plaisir général. Quand je le vois, le bouquin, je me dis, oui, ben, finalement, je suis quand même rendu hommage. Je ne suis pas très loin de rendre ce qui émane de ces tableaux. Sans vouloir être trop prétentieux, je pense qu'on peut entrer dans son univers à travers ce bouquin. Voilà. Et j'aimerais aussi juste dire que Arnaud est aussi pour beaucoup dans la composition de toutes les pages. On a fait le choix de la couverture. Je ne sais pas si tu te souviens, Niklaus, la couverture, c'était pas du tout ça au départ, et que finalement, on s'est rendu compte que c'était indispensable. J'ai fait ce portrait qui est un autoportrait, qui est inspiré de plusieurs autoportraits de lui, sans savoir pourquoi je le faisais. Et souvent, c'est comme ça. C'est parce qu'il fallait que ce soit la couverture. Et je pense que c'est une bonne couverture qui attirera suffisamment l'œil pour entrer dans l'univers de Ferdinand Hodler. C'est-à-dire, je crois pour ceux qui connaissent un peu Ferdinand Hodler au niveau de son œuvre, on voit que c'est du Hodler. J'entends voir que c'est un autoportrait. Et donc, c'est amusant et ça donne envie peut-être d'aller dedans. Parce qu'une couverture est essentielle, on en parle encore dans la voiture. Un bouquin, une bande dessinée a besoin d'une très bonne couverture pour donner envie d'ouvrir le bouquin. Donc là, c'est évident qu'il faut que ce soit suffisamment parlant pour avoir envie d'aller dedans. Très bien. Alors moi, j'ai plus ou moins fait le tour des questions que j'aurais voulu vous poser ce soir. Et puis d'ailleurs, je vous remercie. C'est un plaisir. Et puis donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les auditeurs qui aimerait à son tour profitez-en, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer des ribes, donc... Voilà, je sais pas si quelqu'un se Moi, lance. c'est Oui. Vas-y d'abord. Je voulais vous demander, peut-être que ça m'a échappé, mais comment êtes-vous venu à vous intéresser à faire cette bande dessinée? C'est Niklaus qui est venu me voir à la maison en me demandant si ça m'intéresserait de faire une bande dessinée qui s'adresse à un public d'une génération qui ne connaît pas forcément Ferdinand Hodler, pour ouvrir son patrimoine aux nouvelles générations, profiter des 100 ans de son décès pour
intéresser les nouvelles générations. Ça a été le premier pas, et on en a discuté un petit peu, mais moi, comme je disais, je ne connaissais rien de Ferdinand Hodler en dehors de son travail. Je me suis intéressé à son physique pour savoir si une bande dessinée était faisable. Et je me suis rendu compte qu'il pouvait très bien passer pour un personnage de bande dessinée. J'en ai pas fait une bande dessinée parce que, comme je l'ai dit au début, c'est trop compliqué et ça aurait pris beaucoup trop de temps, puis énormément de documentation pour faire une vraie bande dessinée où on le voit au jour le jour évoluer, etc. Et donc, j'ai fait une simplification et une autre perception de son œuvre à travers ce que moi, j'ai réussi à obtenir suite à 50 ans de travail en bande dessinée. Mais donc je dis que pour moi c'est pas une bande dessinée, c'est un exercice de style qui utilise une technique de bande dessinée. Voilà. Merci, parce que quand on voit par exemple la bataille de Marignan, oui. C'est de la BD. Hein. Oui, c'est ce que je disais à la dernière chose. Il est pas loin, mais comme Bieler aussi, et comme mon père quand il a fait la sortie de la messe à Evolène, on n'est pas loin d'une image qui est proche de la bande dessinée. C'est une ouverture sur le quotidien, sur un élément historique par rapport à des guerres, et qui nécessite une qualité graphique, notamment qui permet de savoir dessiner des chevaux, parce que j'en ai fait aussi un où on voit des chevaux, et parce que bon, j'ai eu des chevaux pendant 30 ans et je pense que je suis un spécialiste du dessin du cheval, et je me suis bien amusé à dessiner des chevaux de Hodler. Oui, il y a les deux. Alors voilà. Ça, c'est la retraite de Marignan dont vous parlez, Oui. et puis l'autre, c'est la bataille de Morat qui Oui. doit être... Non, c'est avant. C'est avant. Oui. Là, voilà. Voilà, elle est là. Et donc on voit les chevaux en arrière-plan avec le mouvement des Oui, pattes, hein. oui, oui. Et donc, ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans ton résumé à la fin, Oui. il y en a un et les chevaux ne sont pas du tout les mêmes. Il Oui. a fait une recherche avant. On reconnaît tous les personnages ici. Par contre, les chevaux ont été complètement changés. Donc, c'était une recherche que tu as trouvé à mettre en avant. C'est comme le meunier, le fils et l'âne. Il en a fait plusieurs versions. Et ce n'est pas les deux mêmes versions qui sont dans cet album. Oui, oui. Et moi j'ai choisi ça parce qu'il y avait un âne à dessiner, bien évidemment, et que je trouvais que Ferdinand Hodler l'avait très bien dessiné. Donc je me suis bien amusé à copier l'âne de Ferdinand Hodler en me disant que j'aurais pas pu faire mieux que lui. Ce qui, par exemple, n'est pas toujours le cas. Là, je vais pas être très gentil avec mon papa, mais il a peint un mulet, et quand je l'ai dessiné ça, j'ai trouvé qu'il n'était pas extraordinaire, son mulet. Mais bon, ça c'est entre nous, c'est un private joke. Je dis que l'âne de Ferdinand Hodler, il est très très bien. Donc, il avait une qualité aussi pour dessiner des animaux qui est remarquable. Et il y a peut-être juste un événement historique. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, ce que vous dites, que les travaux de Hodler ont quelque chose de la bande dessinée. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la bande dessinée est déjà là. Il y a déjà des récits narratifs avec des espèces de strips comme ça de bande dessinée, Töpfer et compagnie. Et donc, c'est d'ailleurs une question qui pourrait intéresser les historiens de l'art. Et c'est là qu'on voit aussi que les historiens de l'art n'explorent pas toujours tous les champs, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de travail sur quelle a pu être l'incidence de cette nouvelle façon de dessiner et de raconter des histoires sur l'histoire de l'art et la peinture en général. Mais ça pourrait être quelque chose que Hodler a pu voir ou lire et à quoi il pouvait montrer un certain intérêt. D'ailleurs, pour continuer dans la même ligne, il y a pas mal de dessinateurs aujourd'hui qui font de l'aquarelle ou de l'huile en dehors de leur bande dessinée. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin du même métier. On touche à des spécificités artistiques où je reviens aux fondamentaux. Si on ne sait pas dessiner, c'est presque impossible de faire ça. Donc ça demande les mêmes qualités de base. Et Hodler, mon père et Bieler disent tous la même chose. Avant d'être un peintre, il faut être un dessinateur.
Et les bases du dessin, moi je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est important, quand j'ai commencé à dessiner des personnages, mon père était catastrophé et il disait mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Puis je dis un personnage, on ne dirait pas. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à dessiner. Et il m'a donné l'anatomie du docteur Paul Richer, qui était donc, je pense, un médecin, qui avait dessiné tous les os et tous les muscles du corps humain à l'encre de Chine. Et il m'a dit, copie ça. Et moi, en rentrant de l'école, tous les jours, je copiais une page de l'anatomie du docteur Paul Richer. Et au bout d'une année, j'avais, moi, mon anatomie d'après le docteur Paul Richer, que j'ai toujours à la maison et qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait ça, je pense, autour des 9 ans. Et donc, ça m'a servi pour connaître l'anatomie du corps humain. Parce que, bien évidemment, pour faire de la BD, c'est essentiel de connaître l'anatomie de l'être humain. Mais je suis persuadé, d'ailleurs je pense que les écoles d'art de Genève, il y avait certainement du dessin d'après modèle, etc. C'est les bases absolues de tout ça. Oui. D'ailleurs j'ai une autre anecdote qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est amusante, elle me vient, donc je vous la confie. Pendant quelques semaines, j'ai pris des cours de dessin avec un modèle vivant à Vevey. Et il savait, le prof, que j'étais dessinateur. Et comme je dessinais très vite et que ça ressemblait au modèle, il est venu vers moi puis il me dit, en disant aux autres, oui mais c'est facile, vous avez des tics que vous utilisez pour ça, ce serait autre chose que de dessiner un cheval. Et il n'aurait jamais dû dire ça, parce que j'ai dessiné un cheval au galop en quelques secondes, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Alors je dessinais librement comme je voulais mon modèle vivant, mais lui il ne se mêlait plus de l'histoire. Donc ce qui dit qu'il faut savoir dessiner. Oui, ça c'est essentiel. Ouais. Et le cheval, bien évidemment, c'est une des choses les plus difficiles à dessiner, mais vu que moi c'est mon quotidien, je suis à l'aise, je dessine plus facilement un cheval qu'un être humain. Donc ça veut dire que j'ai été très loin dans la connaissance du cheval et d'avoir monté à cheval. Je connais la musculature à travers le fait d'être un cavalier. Donc tout ça m'a beaucoup aidé et j'ai dessiné énormément de chevaux dans ma vie. J'en ai dessiné aujourd'hui dans Yakari. Donc ça fait partie de mon quotidien. Et c'est intéressant de voir comment Ferdinand Hodler a dessiné son âne et ses chevaux, parce que il y a beaucoup de peintres qui sont incapables de faire ça parce qu'on ne savait pas comment le cheval, comment les jambes d'un cheval bougeaient au pas, au trot et au galop. Et c'est la photographie qui a permis d'y arriver. Par contre, il y a des peintres, Remington et Russell, qui sont des peintres américains, qui étaient des cowboys militaires et qui, eux, avant la photo, arrivaient à peindre des chevaux en mouvement parce qu'ils avaient une connaissance physique du cheval vu qu'il montait à cheval. Mais donc ça reste un des thèmes les plus délicats à faire, mais qui pour moi est une passion absolue. Voilà, j'ai répondu, je pense, plus que ce qu'il fallait. Mais... Oui, madame. Une question, après avoir fait tout ça, et puis vous êtes tellement imprégné de Hodler, vous allez continuer à faire d'autres choses. Qu'est-ce qui va vous rester? Est-ce qu'il y a une influence, il y a quelque chose qui va vous accompagner? Disons que ce qui m'a marqué, c'est une constatation qui est le résumé de tout ce qu'on a dit. C'est par exemple quand j'ai recopié des crayonnés de Hodler, notamment un portrait de sa femme, qui est hyper rapide, elle est d'une efficacité totale. Donc je conçois que tout ce que j'ai appris, notamment à travers un dessinateur que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas, qui s'appelle J.G., Joseph Gillin, qui a fait Jerry Spring dans Spirou, qui a fait Don Bosco, etc., qui est un des maîtres de la bande dessinée réaliste belgo-française, parce que je déteste la bande dessinée franco-belge, parce qu'elle a démarré en Belgique, donc moi je dis belgo-française, et donc lui m'a inculqué et a inculqué à tous les élèves qui ont travaillé avec lui de dessiner d'après modèle vivant sans regarder ce qu'on dessine. C'est-à-dire que la main doit être au service de l'œil et la technique qu'on a permet de réaliser quelque chose sans avoir même besoin de le regarder. Et quand on voit les dessins, encore une fois, de Ferdinand Hodler et notamment aussi de la mort de sa maîtresse, il a une technique
qui doit être très rapide et qui est immédiate. Et le dessin, c'est vraiment ça. Quand on fait d'après modèle vivant, en général, la position du modèle dure quelques secondes, voire 1 minute, et puis à la fin, on reste une demi-heure sur un truc où on va beaucoup plus loin au niveau des ombres, etc. Mais l'intérêt du modèle vivant, qui n'est pas obligatoire avec un modèle vivant, on peut faire ça dans la nature, avec des arbres, avec des tas de choses, mais ce contact avec la nature est essentiel par rapport à la connaissance et la personnalité. C'est comme ça que naît la personnalité d'un dessinateur. C'est avec la nature et la vie. On ne peut pas le faire à travers une photo. C'est très difficile d'y arriver avec des photos. Ma question, je pense qu'elle touche aussi autre chose. Est-ce que ce travail aura une influence à l'avenir sur votre... Je ne sais pas. C'est très difficile de parler de l'avenir quand on est dans l'actualité. Ce que je sais, c'est que j'ai autant envie de dessiner aujourd'hui que je l'avais il y a 50 ans. Donc ça veut dire que je me nourris de tout ce que je fais. Un album qui a été très délicat à faire, c'est La Patrouille des glaciers. Et parce que je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était précis. C'est-à-dire quand vous suivez une patrouille qui passe par des endroits absolument précis, dans un décor précis, si vous voulez que ça corresponde à quelque chose et que ceux qui le lisent s'y retrouvent, il faut que ça corresponde à la réalité. Et donc cette réalité a été très difficile à gérer parce que de faire une fiction à travers une patrouille qui est totalement cadrée, notamment par l'armée, c'est très limitatif. Et pour la rendre intéressante, il y a un challenge d'auteur de BD qui a été très fort et qui m'a passionné, mais qui a été très difficile à réaliser. Les 15 dernières pages qui traitent exclusivement de la patrouille, donc de la réalité de la course, ont été difficiles à gérer entre la fiction et la réalité. Parce qu'on peut tomber dans uniquement de la copie de photos prises sur le vif, parce qu'on a suivi la patrouille il y a 2 ans en hélicoptère, on s'est posé, on a fait des photos, etc. Donc pour avoir une documentation, et notamment un des points les plus importants, c'est le départ d'Arola, de l'arrivée de ceux qui arrivent de Zermatt et de ceux qui font la petite patrouille et qui partent d'Arola vers 3h, 4h du matin. On y a été et on a vécu ce moment-là. Si je ne l'avais pas vécu, j'aurais jamais pu donner cette ambiance. Donc ce qui veut, je dis ça pour la référence à la vie et au moment présent à travers une technique qui est un support à l'émotion. Je donne une autre vision qui est totalement différente et moins drôle. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Joe. Je pense que vous êtes au courant, c'était sur le problème du sida. Et quand je suis arrivé à la fin de l'album, j'ai téléphoné au médecin spécialiste du sida au CHUV en lui disant écoute, malheureusement j'arrive au bout et l'héroïne est sur son lit de mort et j'aurais besoin de documents si tu as des photos de personnes comme ça. Et il me dit non, mais tu as rencontré quelqu'un, une jeune femme qui a eu le sida et viens la voir. Puis je lui dis bon écoute, je dois aller à Paris demain, je viendrai à mon retour. Puis il m'a dit non, elle sera plus là demain, viens maintenant. Et j'ai été la voir et malheureusement elle était à quelques heures du départ et ce moment d'authenticité de vie et de mort a été tel que moi je savais qu'elle allait partir, elle savait que je savais où elle en était, on ne pouvait plus parler parce qu'elle ne pouvait plus parler et ces moments-là ont été tellement forts que je pense que si je ne les avais pas vécus, j'aurais pas pu les retranscrire dans la BD et c'est un des moments les plus forts de la BD au moment où elle s'en va et que son ami est présent et dit qu'elle restera toujours avec lui. Donc tout ça pour dire qu'entre le dessin et l'émotion qu'on retransmet dans un métier comme la bande dessinée ou la peinture, on passe par une vérité. Et s'il n'y a pas cette vérité, il n'y aura pas l'émotion et le public ne ressentira pas forcément quelque chose face au tableau ou à la BD qu'il aura devant les yeux. Disons que ça, je suis confronté de plus en plus à
réalité. Quand j'avais 20 ans et je travaillais chez Payot, j'étais totalement inconscient de tout ça. Je subissais la bande dessinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirige ce que j'ai envie de faire, ce qui est totalement différent. J'utilisais la BD comme une drogue quand j'avais 20 ans, c'était mieux que d'autres drogues, et maintenant je ne suis plus un drogué. J'utilise le phénomène pour exprimer des choses. J'aurais jamais été capable à 20 ans de dessiner Joe, c'était totalement impossible. D'ailleurs, quand je l'ai décidé de le faire et que j'en ai parlé à des éditeurs, à des auteurs, ils m'ont dit « t'es complètement fou, personne ne va être intéressé par le problème du sida ». Et on réimprime. Aujourd'hui, j'ai reçu ce matin une traduction en breton de Joe. Donc ça veut dire que ce qu'il y a eu dans cette bande dessinée était suffisamment fort pour tenir. Ça fait 25 ans que la BD est sortie. Donc encore une fois, il y a une espèce de magie dans la bande dessinée. Moi, je regarde de la bande dessinée tous les soirs avant de m'endormir. J'ai des grands cycles. Là, je suis dans un cycle Tintin, mais je suis dans un cycle Gaston, dans un cycle de Jerry Spring. Je relis tous les grands classiques qui m'ont touché quand j'avais 10 ans. Et je pense qu'à 10 ans, on est tellement disponible que ça reste à vie. Je reconnais les qualités des auteurs d'aujourd'hui, mais j'ai plus l'émotion que j'ai eue à 10 ans en découvrant ça. Et si j'avais pas eu cette émotion, je serais jamais devenu dessinateur de BD. Je ferais autre chose, je ferais peut-être de la peinture, etc. Mais la BD m'a marqué à 10 ans. Quand j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je ferai de la bande dessinée. Et je pense que je suis fait pour faire de la bande dessinée. C'est ce que je fais de mieux. Par contre, encore une fois, je parle d'exercice de style, et c'est toujours intéressant de se remettre en question et de changer de sujet, de passer des chevaux aux vaches et après au ski. Ça demande des qualités graphiques qui sont totalement différentes, donc c'est une remise en question. Je ne fais pas... vous connaissez tous Lucky Luke. Malheureusement, Maurice, quand je dis malheureusement, je trouve que c'est dommage, il n'a rien fait d'autre, ou presque rien d'autre que Lucky Luke. Et à la fin, ça devenait presque, pour les professionnels, lassant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il se répétait tout le temps. C'est comme si je n'avais fait que Yakari toute ma vie. Alors que Yakari, c'est un quart ou peut-être la moitié de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc tout le reste enrichit Yakari. Quand je refais Yakari, je le refais avec ce que je viens de faire d'autre. Donc ce que vous dites par rapport à ça va certainement jouer son rôle. Mais comme je ne sais pas très bien ce que je vais faire, on a des idées plus ou moins précises, mais je sais que cette expérience m'enrichit graphiquement et que je continue d'essayer de tendre à faire des progrès. C'est une des raisons fondamentales de ce métier. Remise en question, ça veut dire essayer de faire d'autres choses avec des progrès. Si c'est pas mieux qu'avant, ça vaut pas la peine, quoi. Peut-être juste par rapport à ce que vous évoquez, et puis en vous entendant parler, peut-être qu'on va terminer là-dessus, mais vous avez évoqué l'importance du vécu pour transmettre des émotions à travers la bande dessinée ou son art. Et là, tout de suite, en fait, moi, le parallèle qui me vient par rapport à Adler, mais vous le savez, c'est les croquis qu'il a réalisés de son amante, qu'il a accompagnée dans la dernière partie de sa vie, qu'il a vue mourante, agonisante sur son lit. Et puis, c'est vrai que c'est une série de dessins et de croquis qui est unique dans l'histoire de l'art, parce qu'il y a une émotion une centaine d'années après, finalement, qui est toujours perceptible. Et puis, ce dont vous avez parlé par rapport à la BD de Joe, alors moi j'ai 30 ans, donc j'étais à peine née quand vous l'avez réalisé, mais je l'ai découverte enfant, et puis ce visage émacié, je l'ai toujours en mémoire. Donc je pense que là, peut-être, on peut terminer sur ce parallèle-là, l'importance du vécu et des émotions transmises dont vous avez parlé dans la BD et dans l'œuvre de... Oui, et là, on a parlé d'une chose qui est malheureusement évidente, c'est la mort. Et tu sais que j'ai fait Buddy Longway et que j'ai tué mes personnages. Je suis un des seuls à avoir tué les deux héros principaux. En fait, j'ai tué presque tout le monde dans cette histoire. Mais malheureusement, c'est la seule chose dont on est sûr, c'est que ça finira par la mort. Et je pense qu'il y a un espèce de tabou autour de la mort.
Et à part la mort violente qu'on trouve dans des albums sur la guerre, sur le western, etc., le problème affectif lié à la mort est très difficile à aborder. Je me souviens quand j'ai dit à mon éditeur qu'il y aurait 20 albums de Body Long Way et que ça se termine par la mort des personnages, il a dit « Ah bon, tu penses que tu veux vraiment faire ça ?» Puis je dis « Oui, parce que vu que c'est l'histoire d'une vie, comment terminer une histoire d'une vie sans parler de la mort, c'est pas possible. Donc, je pense que la mort est très importante et en bande dessinée, c'est aussi une manière d'aborder un thème d'une manière qui est différente. Et Joe est certainement un des meilleurs exemples. On aborde une mort terrible parce qu'elle est beaucoup trop jeune, quoi. C'est à 20 ans, 18-20 ans, ce que j'ai vécu moi avec des jeunes qui sont morts pendant que je réalisais la BD, avec qui j'avais des contacts, ce qui a été très dur, puis avec les parents aussi. Donc là, sur un plan humain, il y a eu avant Joe, puis il y a eu après Joe. Et j'oublierai jamais ce que j'ai vécu avec ceux qui sont morts pendant que je réalisais la BD. Mais ça m'a beaucoup enrichi sur un plan humain et sur un plan graphique. D'oser dessiner une jeune fille qui a 18 ans et qui meurt, la jeune femme qui est décédée que j'ai été voir, elle avait 60 ans quand je l'ai dessinée. C'est-à-dire que ça se dégrade tellement que l'âge n'a plus d'importance, mais c'est terrible de voir la dégradation physique. Et donc ça, c'est quelque chose sur le plan humain du vécu qui est très spécial à vivre. Et je pense qu'Audelaire a vécu la même chose. Et je me demande, là je fantasme, est-ce que c'est pas pour mieux supporter l'agonie qu'il l'a peinte? Je ne sais pas. Peut-être. C'est peut-être une manière de prendre du recul et de témoigner d'une émotion et qui est très difficile s'il n'y avait pas un pinceau ou un crayon entre lui et elle. Je ne sais pas. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi, ces dessins-là. Et j'essayais de comprendre pourquoi il l'avait fait d'abord. Est-ce que c'est, encore une fois, pour garder une distance ou si c'est pour lui rendre hommage? Mais c'est un hommage qui est très délicat, hein, parce que c'est pas toujours très beau à voir non plus. C'est peut-être aussi pour rester avec elle. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très fort. La preuve, c'est que tout le monde en parle et que ça fait partie de son œuvre. C'est une des spécificités de l'œuvre de Ferdinand Audelaire. J'aurais pas pu faire ce bouquin sans en parler. C'était pas possible. Donc, il s'est passé quelque chose de fondamental par rapport à la mort. D'ailleurs, que son ami l'ait dessiné le lendemain aussi. Ah oui, il y a aussi. On retombe dans le même truc. Et j'ai vu que il y a un autre qui a fait aussi un dessin d'Audelaire sur son lit de mort. Je ne savais pas qu'ils étaient deux à avoir fait ça. Il y a toute une iconographie. Il y a Koulou Amiet, il a même fait une peinture d'Audelaire mort dans son cercueil. Ah oui. Il y a des photos, il y a des dessins, il y a... Ça, c'est la photographie de... Oui, c'est vrai. Voilà, puis ça, c'est le dessin de son ami peintre. Ouais, mais dans ton travail, il y a un autre dessin. Oui, alors oui, c'est possible. Donc ça veut dire que malheureusement ou heureusement, la mort fait partie de l'œuvre artistique de toute personne, quoi. Et il a eu le courage, lui, d'affronter ça. Mon père n'a jamais peint quelqu'un de décédé. Et il y a des tas de dessinateurs de BD qui n'ont jamais dessiné quelqu'un de mort. Donc je suis un des rares à avoir abordé le sujet d'une manière aussi affective. Dans le western, c'est moins dramatique, mais de tuer ces personnages, de faire mourir une jeune fille de 18 ans, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, une dernière anecdote par rapport à Joe. Une dernière, voilà. Parce qu'il va falloir qu'on libère Oui, ensuite les gens. Non mais Joe, j'y tiens quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Tu m'as coupé là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Une anecdote par rapport à Joe? Oui. Non, on était sur Body Long Way. Il a tué les personnes. Enfin, non, ça c'est pas ça. Non, ça m'a réuni. Ben, il faut croire que je ne devais pas le dire. Donc voilà. Mais on
reste encore un moment là, il y a Oui. une séance de Oui, dédicace pour qui ceux est qui prévue souhaitent, pour les gens qui souhaitent voilà. acquérir la BD. Voilà. Donc voilà, on reste encore ici, mais on va clore du moins la partie Oui, officielle. mais si vous voulez Voilà. continuer de me parler, de poser des questions quand je dessine, je suis capable de dessiner et de Tout en répondre. parlant. Oui. Voilà, magnifique. Merci beaucoup. Voilà, En tout cas, merci à vous.